Bonjour, je continue aujourd'hui à vous parler de Gilles de Rais. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de son enfance. Et là maintenant, nous sommes en 1422, il a 18 ans, il embrasse la carrière militaire. Et c'est là quelque chose qui va lui permettre de canaliser, d'une certaine manière, sa violence. Son grand-père, Jean de Cran, se sent évidemment heureux et débarrassé de cet enfant rebelle, mais un enfant dont il a contribué, bien sûr, à faire l'éducation et pour lequel il a structuré, malgré lui, un logiciel pervers. Nous en avons parlé lors de la précédente vidéo. Donc Gilles de Rais a 18 ans, nous sommes en 1422, il embrasse la carrière militaire, nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Le roi Charles VII essaie de réunifier la France et en tout cas d'obtenir sa couronne de roi des Français, de roi de France plus exactement. Et Gilles de Rais, dans un premier temps, va contribuer, lui, à faire la guerre et à chasser les Anglais hors de France. Son comportement est un comportement violent. Il est décrit par ses compagnons d'armes comme étant particulièrement dur avec les prisonniers anglais. Il mettra en place des systèmes de torture pour les renseignements. Donc il ne fait pas bon de tomber entre les mains de Gilles de Rais. La torture, me direz-vous, on la trouve pratiquement dans toutes les guerres. Mais la torture sadique, c'est quand véritablement l'homme se sent couvert par une autorité qui lui autorise de tels débordements. Et cela se voit dans des régimes pervers. Le nazisme, particulièrement, est un régime pervers. Nous en parlerons lors d'une prochaine vidéo concernant donc Hitler, la perversion narcissique et Hitler. Revenons à Gilles de Rais. Gilles de Rais est violent avec ses prisonniers, il est sadique, mais il canalise par ce moyen sa violence. Donc, ça ne va pas se voir. C'est-à-dire qu'il ne commettra pas de crime, puisque tout ça est fait sous le couvert de l'action militaire et de l'action de guerre. Même à tel point que très rapidement, il va s'engager auprès de Jeanne d'Arc. 1429, c'est le siège d'Orléans. Et là, au siège d'Orléans, ils vont gagner la bataille. Gagner la bataille, c'est pour lui un titre honorifique important, puisqu'il devient maréchal de France. Maréchal de France, ce n'est pas rien. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un pervers narcissique puisse être un jour maréchal de France? Eh bien oui, il peut être un homme politique. Et quand cela lui permet d'accéder au pouvoir et d'exercer sa perversion narcissique, là, évidemment, on est en présence de quelque chose qui est grave ou qui peut être grave, ou qui peut le devenir. Nous le verrons de nouveau avec Hitler. Jeanne d'Arc, c'est un personnage pour lui qui est très très important. Il va y voir, là ce sont des supputations, mais il va y voir vraisemblablement une sœur qu'il n'a pas eue, ou une mère qu'il n'a pas eue. En tout cas, l'incarnation peut-être même de Dieu, de la Vierge, parce que Jeanne d'Arc vient sauver la France. Elle vient amener l'unité. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il la rencontre, à partir de 1929, eh bien, là, Gilles de Rais aura un comportement, si je puis dire, normalisé. Mais voilà, les Anglais sont chassés, Jeanne veut les poursuivre, même en Angleterre. Gilles de Rais est prêt à le suivre, tous les militaires sont prêts à les suivre, tous les deux. Mais Charles VII, lui, dit stop, j'ai ma couronne, j'ai fait l'unité française, les Anglais sont hors de France, cela suffit, on ne les poursuit pas. Jeanne d'Arc insiste, Charles VII refuse, la rejette, elle est faite prisonnière par les Anglais, il ne fera pas un geste pour la sauver. Seul Gilles de Rais proposera de payer lui-même, sur sa propre cassette, la rançon. Rien n'y fait. Les Anglais tiennent la pucelle. Ils vont la brûler.
Dans la troisième partie, consacrée à Gilles de Rais, je vous parlerai donc de sa période infanticide. À bientôt.